Bonjour à tous chers amis, j'enregistre en plein pendant les manifs du 7 décembre, ça passe sous mes fenêtres, j'espère que ça va pas flinguer l'enregistrement, d'autant qu'on va parler d'un sujet assez important aujourd'hui. C'est un peu du développement personnel, si on veut, du développement personnel qualitatif, parce qu'on va parler d'une méthode, de la méthode que j'applique moi pour différencier le vrai du faux. Dans le monde des idées, j'entends, hein, pas différencier le vrai du faux dans l'absolu, ce serait un peu présomptueux de ma part, mais en tout cas dans le monde des idées, puisque on est surchargé d'idées, on est surchargé d'informations contradictoires, on est abreuvé d'idéologies et de thèses toutes plus compliquées les unes que les autres, et ce, dans tous les domaines possibles, dans des domaines innombrables, que ce soit économique, social, anthropologique, politique, médical, religieux, métaphysique. Voilà, on nous assène en permanence de discours, d'opinions, et on ne peut pas tout prendre, hein. On est obligé de faire du tri, hein, parce que on va pas aller tout vérifier, on va pas tout lire, on va pas se renseigner sur tout pour savoir ce qui mérite qu'on y accorde du temps et de l'énergie. On n'a pas les compétences pour faire ça, on n'a pas le temps de le faire, puis on n'a pas l'envie de le faire. C'est matériellement impossible. D'ailleurs, c'est souvent un argument qui est utilisé par les tenants de thèses un peu foireuses. Lorsque vous allez critiquer leurs opinions, ils vont vous dire non, tu ne peux pas critiquer puisque tu n'as pas tout lu, tu n'as pas lu tous les auteurs qui en parlent, tu n'as pas, voilà, tu n'as pas le bagage nécessaire pour critiquer. Et dans le fond, c'est vrai ce qu'ils disent. Par exemple, j'ai eu ce problème avec les tenants de la psychanalyse. Par exemple, au début sur YouTube, je m'amusais à critiquer la psychanalyse. Et puis, on me disait, mais non, mais tu ne peux pas critiquer la psychanalyse puisque tu n'as pas lu tout Freud. Alors, il se trouve que si, mais justement, ça m'a servi à rien, peut-être qu'on y reviendra. Tu n'as pas lu tout Lacan, ça c'est vrai, c'est impossible de lire tout Lacan. Tu n'as pas lu tout Jung, ça c'est vrai, c'est impossible. Tu n'as pas fait toi-même de psychanalyse pendant 10 ans, c'est parfaitement exact. Et puis tu n'as lu aucune thèse sur les évolutions, les développements de la psychanalyse et tout ça et tout ça. Bah, c'est vrai, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Donc, d'après eux, ça justifie le fait que mon opinion soit sans valeur, mon opinion sur cette chose soit sans valeur. J'ai eu le même problème avec les chrétiens et les musulmans. Souvent, quand je critique les religions abrahamiques, ils me disent, mais tu n'y connais absolument rien, mais ça se voit que tu n'as pas lu la Somme théologique. Alors, manque de peau aussi, je l'ai lu, mais tu n'as pas lu tout Saint-Augustin, tu n'as pas lu tout Saint-François d'Assise, tu ne prends pas connaissance des 3000 pages de publication du Vatican chaque trimestre. Je le confesse, je le confesse, je n'ai pas lu tout ça. Bah, ça ne m'empêche pas d'avoir une opinion sur le christianisme. Idem avec l'islam. Je parle de l'islam, ouais, mais t'as pas lu le Coran, tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas l'arabe, tu n'as pas lu le Coran en arabe, donc tu n'as pas lu les 260 000 hadiths et tu ne connais pas toutes les chaînes de transmission, tu n'as pas lu toutes les exégèses, tu ne connais pas l'avis de toutes les écoles. Mais effectivement, personne ne peut connaître ça. Personne. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus malhonnête comme argument que souvent la personne qui va vous en faire le reproche n'a pas elle-même effectué ce travail, puisque c'est un travail inhumain. Donc, personne ne le fait. Si on doit attendre de maîtriser parfaitement un sujet pour se prononcer dessus, ben, ma foi, on ne se prononce sur rien et personne ne se prononce sur rien. Et puis, on est condamné à accepter absolument tout ce qu'on nous dit et tout ce à quoi on nous demande de croire. Ce n'est pas possible. Et cette idée qu'il faille tout connaître avant de se prononcer, c'est aussi bête que de dire, si on m'amène une marmite d'un plat trop salé, je mange une bouchée du plat, je trouve que c'est trop salé, la personne me dit non, tu ne peux pas dire ça parce que tu n'as pas mangé l'intégralité de la marmite. Bah, non, ça ne se passe pas comme ça, heureusement d'ailleurs. Donc pour faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, je dirais qu'il n'y a pas qu'une seule méthode, bien sûr, on pourrait en dénombrer beaucoup, et très certainement qu'aucune méthode n'est vraie de manière absolue. Même celle que je vais vous proposer aujourd'hui n'est pas vraie de manière absolue. On pourrait trouver des tonnes de contre-exemples. Mais je crois que la méthode que je vais vous donner pour savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est du bullshit et ce qui n'en est pas, c'est la plus efficace, c'est la plus radicale, c'est la plus fonctionnelle. Ça marche quasiment à tous les coups. Et alors ça se résume à une phrase toute simple.
toute pensée doit avoir pour point de départ l'évidence et pour aboutissement l'évidence. Alors d'où est-ce que je tiens ça? J'étais persuadé que je tenais cette phrase de Diogène le cynique, dont j'adore l'œuvre. J'ai consacré une vidéo à Diogène qui s'appelle Diogène, un sage d'Occident. Je vous invite à aller la regarder. Et puis, en fait, je devais enregistrer cette vidéo hier, sauf que je suis allé chercher partout dans les sources que j'avais, dans les textes que je possédais sur Diogène, impossible de retrouver cette phrase. Donc, de guerre lasse, je suis même allé demander à ChatGPT qui a dit que toute pensée devait avoir pour point de départ l'évidence et pour aboutissement l'évidence. Il m'a répondu, on attribue cette phrase à Gandhi, mais on n'est pas sûr qu'il l'ait vraiment prononcée. Alors il se trouve que je me suis jamais intéressé à l'œuvre de Gandhi, ni à ce qu'il a fait, je m'en fous complètement de Gandhi, donc j'en suis arrivé à la conclusion que cette méthode m'est venue en lisant Diogène, mais parce que lui l'appliquait, mais qu'en fait il l'a jamais prononcé. Diogène, il se moquait de la complexité, de la préciosité, de l'inapplicabilité des enseignements de Platon et de Socrate principalement. Tout ça était beaucoup trop abstrait pour lui, trop éloigné des nécessités de l'existence, trop éloigné des choses fondamentales. C'était de l'ostentation intellectuelle, et ça ne servait à rien. Pour lui, on perdait un temps fou à se prendre la tête sur les théories de Platon et de Socrate. Et il y a deux exemples de ça dans la vie de Diogène. Une première fois, il assistait à un cours de Platon. Platon parlait en public avec ses élèves, et Platon a dit « Qu'est-ce que l'homme ? L'homme est une volaille sans plumes. » Diogène, il écoute ça, il fait « Mais ça n'a strictement aucun sens. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que les élèves de Platon en retirent comme enseignement d'une phrase aussi con ?» Donc ce qu'il est allé faire, c'est qu'il est allé chercher une volaille, il l'a plumée, pour qu'elle n'ait plus de plumes, et il l'a montré à la foule et il a fait « Regardez, ça c'est l'homme de Platon. » C'était une manière assez drôle de dire qu'une réflexion aussi peu évidente, aussi peu frappée au coin du bon sens, ne pouvait amener rien de bon. Voilà, si vous intégrez ça à votre raisonnement, vous allez pas en tirer des conclusions fondamentales, quoi, parce que c'est pourri. Ça illustre l'idée que toute pensée doit partir de l'évidence. Que l'homme est une volaille, est un bipède sans plumes, que l'homme est un bipède sans plumes, ma foi, ça n'est pas évident, et puis ça n'a aucun intérêt. Et puis toute pensée doit aboutir à l'évidence. Alors ça, c'est une autre histoire de Diogène, qui était en train de suivre un débat philosophique, ça devait probablement encore être entre Socrate et Platon, parce qu'il passait sa vie à se foutre de leur gueule, et puis c'était vraiment, là pour le coup, une discussion très savante, très étoffée, avec des références, avec énormément de méthodologie, et puis à la toute fin, leur conclusion, c'était que le rire est mauvais, que le rire est indigne de l'homme, et que l'homme honnête ne doit pas rire. L'homme honnête ne doit pas rire. Et Diogène a trouvé ça d'une connerie, mais il a trouvé ça vraiment trop con. Et il met pas si vous voulez, il met pas en doute l'intelligence des gens qui ont prononcé cette conclusion. Ils sont arrivés à cette conclusion grâce à des raisonnements très compliqués et savants, mais sauf qu'à la fin, c'est nul ce qu'ils racontent. Donc, ça sert à rien de se prendre la tête avec, on jette à la poubelle. La pensée doit partir de l'évidence, la pensée doit retourner à l'évidence, sinon elle est inutile. Dans le meilleur des cas, elle est inutile. Dans le pire des cas, elle est néfaste. Elle peut aboutir à des raisonnements néfastes. Le point de départ d'un raisonnement doit donc être évident, c'est-à-dire il ne doit souffrir aucune contestation, et l'aboutissement du raisonnement doit l'être tout autant, il doit s'imposer par sa clarté, par sa logique, par son indiscutabilité. Alors entre ce point de départ et ce point d'arrivée, quelle évidence, la pensée, elle peut s'égarer, elle peut se complexifier, elle peut emprunter des chemins sinueux et subtils, mais elle doit, à la toute fin, en dernière instance, revenir à l'évidence. Il faut retomber sur ses pattes à la fin. Cette idée que la pensée s'égare, c'est le symbole du labyrinthe qu'aimaient utiliser les anciens, qu'on retrouve dans énormément de cathédrales. L'égarement fait partie de la voie. Mais
Il y a deux choses évidentes dans un labyrinthe. Pour qu'un labyrinthe soit un labyrinthe et qu'il remplisse sa fonction de labyrinthe, il faut qu'il ait une entrée et il faut qu'il ait une sortie. Sinon, c'est un cul-de-sac. Une pensée qui n'a pas pour point de départ l'évidence, elle est bancale ou elle est malhonnête. Et elle ne peut perdre que celui qui a adopté ce présupposé et qui va devoir penser avec. Et une pensée qui aboutit à des conclusions invraisemblables, inutiles, irrationnelles, illogiques, pareil, elle est inutile et elle peut être néfaste. Ça peut faire des millions de morts, une pensée qui n'est pas frappée au coin de l'évidence. Et en définitive, une pensée qui ne part pas de l'évidence, qui n'aboutit pas à l'évidence, et ou qui ne part pas de l'évidence ou qui n'aboutit pas à l'évidence, eh bien, c'est soit de la masturbation intellectuelle, soit de la malhonnêteté intellectuelle. Ça ne peut rien être d'autre. Donc, pour être capable de penser, il faut posséder deux qualités essentielles. Il faut d'abord être suffisamment lucide et clairvoyant pour percevoir les évidences qui nous entourent. Et ça, c'est pas si facile que ça, parce que, outre le fait que on n'est pas forcément suffisamment lucide et clairvoyant pour percevoir les évidences, il y a aussi des obstacles qui nous empêchent de voir l'évidence. Et ça, c'est les tabous. Les sociétés, toutes les sociétés humaines ont des tabous, et ces tabous sont en général des vérités qu'il ne faut pas dire, des vérités qu'il ne faut surtout pas dire, et des vérités qu'on n'a pas le droit de penser. Donc si on a si on a trop intégré les tabous d'une société donnée, bah, on aura une pensée qui ne partira pas de l'évidence, puisqu'on fait abstraction d'une partie de la vérité. Donc, on aura des raisonnements qui ne pourront pas aboutir à l'évidence et qui n'auront aucun intérêt. Donc ça, c'est la première qualité. Il faut être lucide, il faut être clairvoyant, et il faut être suffisamment courageux pour passer au-delà des tabous de son temps. Et puis ensuite, bien sûr, il faut avoir l'intelligence nécessaire de prendre ces évidences, de les combiner, d'en faire une pensée complexe, et puis d'arriver à en restituer quelque chose qui soit à la fois fonctionnel et évident. La pensée, c'est une cuisine. Pour faire de la bonne cuisine, il faut d'abord avoir de bons aliments, des bons aliments de base. Et ensuite, une fois qu'on a ces bons aliments de base, il faut la méthode pour les assembler, les transformer, les sublimer. Aucun cuisinier, si talentueux soit-il, ne peut préparer un bon plat avec des ingrédients mauvais ou des produits nocifs. Je vais voir Philippe Etchebest, très bon cuisinier, je lui donne des knackis, je lui donne du Fanta citron, je lui donne du Nutella, et je lui dis, avec ces trois trucs-là bien dégueulasses, je veux que tu me fasses un plat merveilleux. Etchebest, il est tout ce qu'il veut, il est trop fort, il sait tout faire, mais il n'arrivera pas à sortir quelque chose de bon et de sain. C'est pas possible. Inversement, celui à qui je donne d'excellents ingrédients, des légumes bio que j'ai fait pousser moi-même, de la viande magnifique qui a grandi en liberté, que je lui dis fais-moi un bon plat, et puis qui à la fin me sort un truc complètement dégueulasse, un truc complètement immangeable, eh bien j'ai pas besoin de discuter, de débattre 3 heures avec lui pour savoir que c'est un mauvais cuisinier, que ce qu'il a fait c'est mauvais. La pensée c'est pareil. Et pour pouvoir juger de ça, j'ai pas besoin moi-même d'être le meilleur cuisinier du monde. J'ai pas besoin d'avoir lu tous les livres de cuisine, j'ai pas besoin d'avoir testé toutes les recettes, j'ai pas besoin d'avoir été cuisinier pendant des années. C'est des choses qui sont évidentes. Vous prenez un crack en maths, Cédric Villeni, je crois qu'il s'appelle comme ça, Cédric Villeni, le gars qui s'habille un peu comme un vampire. Bon c'est un gars, il a des aptitudes absolument exceptionnelles en mathématiques. Bon, il a la médaille Fields. On peut pas comprendre les raisonnements de Cédric Villeni. J'espère qu'il s'appelle comme ça. Bon, sinon, peu importe, vous ferez la correction vous-même. On n'a pas les moyens pour savoir si ce que dit Cédric Villeni est vrai ou pas. Il a élaboré, il a résolu des problèmes mathématiques prétendument insolubles. Nous, en tant que simples mortels, on ne peut pas savoir si ce qu'il dit est vrai. Mais maintenant, si vous m'apportez Cédric Villeni, le même gars, et je sais qu'il a intégré un tabou, et que ce tabou, c'est que on n'a pas le droit de dire que 2 et 2 font 4, on n'a pas le droit de le penser, c'est fasciste, ça vous exclut du genre humain de dire que 2 et 2 font 4, on est obligé de croire que 2 et 2 font 5.
Bon, et ben je sais que tout ce que va produire, tout ce que va produire ce mathématicien, je sais que ça va être de la merde. Je le sais, je n'ai pas besoin de comprendre ce qu'il fait. Il va être beaucoup plus intelligent que moi. Il va être capable, il va être capable d'élaborer des raisonnements mathématiques tellement abstraits que je ne pourrai jamais en vérifier l'exactitude. Par contre, je sais que s'il part du principe que 2 et 2 font 5, je sais qu'il n'en sortira jamais rien de bon. J'ai pas besoin d'étudier les mathématiques pendant 50 ans. La pensée, c'est une cuisine. La pensée, c'est même plus qu'une cuisine, c'est une alchimie. La cuisine, c'est de la chimie. Puis au-delà de la chimie, il y a l'alchimie. L'alchimiste, il prélève des éléments dans la nature, il les assemble, il les transmute, il les violente. Et puis, au bout du bout, il arrive à obtenir la pierre philosophale, il arrive à obtenir l'or. S'il n'a pas prélevé les bons éléments dans la nature, il n'y arrivera. Il n'y arrivera pas. S'il n'a pas la méthode pour transmuter la matière, il n'y arrivera pas. Le cerveau procède exactement de la même manière. Le cerveau, c'est une alchimie. Le cerveau observe les évidences qui nous entourent, il traite toutes ces informations en soumettant ces informations à la chimie du cerveau, et puis, une fois que toutes ces informations sont passées dans les synapses et dans les neurones, il en sort une pensée complexe qui lui permet, euh, qui lui permet de survivre et de comprendre le monde. La pensée, c'est une construction. C'est une construction. Un bel ouvrage, pour être solide et durable, il doit avoir des fondations solides, il doit être constitué de matériaux solides, et puis il doit être construit par quelqu'un qui a des connaissances en construction, parce que on ne construit rien avec du sable, et on ne construit rien sur du sable. Alors le grand problème, c'est que notre époque méprise les évidences. Puisque tout raisonnement doit partir de l'évidence, il faut avoir des évidences à disposition. Or, comment appelle-t-on les évidences aujourd'hui? On appelle ça des stéréotypes ou des présupposés. Et c'est mal, c'est même criminalisé d'avoir des stéréotypes ou des présupposés. Pas facile de penser en partant de ça. Ensuite, l'évidence, l'aboutissement de la pensée, qui doit être évidente, eh bien, on appelle ça le bon sens. Rien n'est plus méprisé aujourd'hui que le bon sens. Si une pensée n'est pas complètement tordue, pas complètement folle, si on arrive à des conclusions frappées au coin du bon sens, on passe pour un con aujourd'hui. Et si notre époque déteste autant les stéréotypes et qu'elle déteste autant le bon sens, c'est parce qu'elle déteste la pensée. Quelqu'un qui pense, c'est pas rentable, c'est pas manipulable, c'est pas intéressant. Ce qui veut dire que pour penser correctement aujourd'hui, il faut avoir le courage de transgresser l'interdit des stéréotypes et des tabous. C'est déjà énorme, il y a très peu de gens qui en sont capables. Et puis il faut avoir le détachement suffisant, la liberté d'esprit suffisante pour n'avoir que faire du dénigrement social, du jugement social dont est frappé le bon sens. Ça veut dire que pour penser, il faut quand même beaucoup de qualités humaines. Pour penser bien, il faut avoir beaucoup de qualités humaines. J'ai presque envie de dire que ceux qui parviennent à penser encore aujourd'hui, à leur manière, et à penser juste, à leur manière, j'ai envie de dire que ce sont des héros. Il fut un temps où pour être un héros, fallait survivre aux ténèbres, fallait tuer un dragon. Maintenant, faut avoir un peu de jugeote, un peu de bon sens et penser correctement. Ça suffit pour être un héros. Alors, toute pensée doit partir de l'évidence et aboutir à l'évidence. Je vais vous donner deux exemples de ma vie personnelle où ça m'a aidé. Voilà. En fait, ça m'aide en fait, je l'applique tous les jours sans y penser, mais deux exemples où ça m'a particulièrement aidé. Un jour que je dînais avec des adeptes de la French Theory, des gauchistes, quoi, euh, pour qui tout est égal à tout, pour qui tout n'est que construction sociale, pour qui toutes les différences entre les hommes et entre les hommes et les femmes ne sont que le fruit de construction sociale. Évidemment, j'étais pas d'accord. Et il me cite, en guise d'argument, en guise d'argument d'autorité, l'ouvrage d'un sociologue extrêmement célèbre dont j'ai oublié le nom, lui-même adepte de la French Theory. Et comme ce sociologue extrêmement célèbre est d'accord avec eux, bah, c'est forcément eux qui ont raison. Et je dis, je me, je me désintéresse complètement de ce que raconte cet auteur. Et là, ils me regardent, ils me disent, t'es quand même extrêmement présomptueux, je crois pas que tu sois aussi intelligent que ce mec, et je crois pas que tu aies autant de connaissances que ce mec. Et c'est tout à fait vrai. Je ne suis pas aussi intelligent que cette personne, et je n'ai pas le dixième de ses connaissances, et je l'admets bien volontiers. Mais je sais une chose, je sais que son postulat de départ est faux.
toutes les différences entre les hommes et toutes les différences entre les hommes et les femmes ne sont pas le fait de construction sociale. Son postulat de départ est trop évidemment faux pour que j'accorde de l'importance à la suite de son raisonnement. Je peux donc le balayer d'un revers de main sans être présomptueux. Alors j'ai eu de la chance, c'est que en plus d'être des gauchistes, c'était des gens qui étaient très anti-chrétiens. Moi aussi, et je leur dis, mais est-ce que vous pensez que vous pensez que vous êtes plus intelligent que le pape ou que saint Thomas d'Aquin? Non, je ne crois pas. Et d'ailleurs, ils n'ont pas dit oui. Ils n'ont pas un millième de leur génie. Et je leur ai dit oui, mais vous savez qu'un raisonnement qui part du principe qu'une vierge a enfanté un dieu et que plus tard ce dieu a marché sur l'eau et a ressuscité, euh, vous vous dites qu'un tel raisonnement de départ ne peut aboutir qu'à des aberrations, même en faisant abstraction du génie de l'auteur. S'il part d'un mauvais présupposé, il peut aboutir qu'à des mauvaises conclusions. Et ils étaient assez d'accord avec ça. C'est pareil avec Marx, par exemple. Le Capital de Marx, c'est un monument. C'est très difficile d'aller prendre, je sais pas, 10, 15 pages de Marx, d'aller voir une théorie de Marx, une construction intellectuelle hyper complexe de Marx et d'essayer de le contredire. C'est absolument impossible. On n'a pas le dixième du génie de Marx. C'était un fou, cet homme. Mais je sais que Marx, pour élaborer sa théorie, part du principe que les masses humaines peuvent se gouverner elles-mêmes. Or, je sais que c'est une impossibilité ontologique, donc je sais que tout ce qui découlera de cette impossibilité ontologique sera faux. Et même si les conclusions auxquelles il aboutit, je ne peux pas les discuter parce qu'elles sont incompréhensibles, je sais que ça va aboutir au désastre, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé quand on a voulu mettre en œuvre la construction intellectuelle marxiste qui avait l'air parfaite sur le papier, bah on a abouti à des pogroms et ça a tué des centaines de millions de personnes. Mais ça ne partait pas de l'évidence. Il suffisait de savoir que ça ne partait pas de l'évidence. Tous ces auteurs qui partent de postulats faux, ils peuvent être parfaitement intéressants dans leur égarement. Ils peuvent, dans leur égarement, avoir des raisonnements absolument époustouflants. Mais je sais que c'est vain. C'est vain. Ça ne peut aboutir à rien de bon. Deuxième illustration, où cette maxime, toute pensée doit partir de l'évidence, aboutir à l'évidence, m'a servi dans la vie, c'est, je faisais un jour un live, je crois que c'était le live avec Alex Bram et Teddy Boy RSA, bon bref, et puis on discute de tout et de rien, et en fin de live, il y a Alex Bram qui dit un truc très intelligent, il dit « Les gens très idiots ont souvent les mêmes opinions que les gens très intelligents ». Je réfléchis à ça, et je me dis, mais j'ai plein d'exemples où c'est parfaitement juste. Je l'ai maintes fois constaté. Les gens parfaitement idiots, sur les thèmes fondamentaux, ont les mêmes opinions que les gens très intelligents. Comme ça a sonné comme une évidence dans ma tête, je me suis dit, c'est intéressant. Et si c'est intéressant, il faut essayer de comprendre pourquoi les gens idiots ont les mêmes opinions que les gens très intelligents. C'est là que la chimie du cerveau entre en action. Et à cette évidence, qu'il est très difficile d'expliquer, il faut trouver une réponse évidente. Tant qu'on n'a pas une réponse évidente, on n'a pas compris pourquoi les gens idiots ont les mêmes opinions sur les choses fondamentales que les gens très intelligents. Et j'ai cherché, j'ai fini par trouver la réponse évidente à cette question. L'idiot n'a pas les moyens de comprendre les fausses théories et n'a pas la capacité d'intérioriser les tabous qui l'éloignent de l'évidence. Il est hermétique au bullshit puisqu'il ne le comprend pas. Le génie, lui, a les capacités intellectuelles pour trouver les failles dans toutes les fausses théories et donc les balayer d'un revers de main, et il a le courage intellectuel pour transgresser les tabous qui l'éloignent de l'évidence. Et donc l'idiot et le génie ont tous les deux accès à l'évidence, mais pas pour les mêmes raisons. Et ensuite, cette évidence, bien sûr, ils ne parviendront pas à l'exploiter de la même manière. Mais ce qui est vrai, c'est qu'ils y ont, au départ, tous les deux accès de la même manière. Tout doit partir de l'évidence, tout doit retourner à l'évidence. C'est pas forcément vrai de manière absolue. C'est un principe qui souffre des exceptions, comme tous les principes. Mais si on s'en tient à cette discipline, je vous garantis que vous allez gagner un temps fou dans votre vie. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je vous dis
À très bientôt.